Les combats continuent au Mali et faites attention à ce qu'on vous raconte. Samedi, il y a eu des attaques coordonnées sur plusieurs villes maliennes, Anéfis et Gao par exemple. Les assaillants sont les rebelles Touaregs du FLA et les terreaux du JNIM. Ils sont côte à côte, comme lors de l'attaque du 25 avril. Côté pouvoir malien, on annonce un bilan impressionnant. 163 combattants auraient été neutralisés, dont un haut responsable du JNIM selon l'Africa Corps russe. Et le FLA affirme tenir la ville d'Anéfis avec plusieurs prisonniers militaires maliens. Et ce dimanche, on sait que les combats continuent à Anéfis, donc la ville n'est pas totalement contrôlée par le FLA. En fait, dans ce qui se passe là, on retrouve les mêmes patterns et les mêmes problèmes que ce qui s'est passé le 25 avril. Il faut se méfier des récits qui s'affrontent. Il ne faut prendre aucun des deux pour argent comptant. Mais donc, il est très difficile de s'informer de façon neutre sur ce conflit. Le bilan de 163 combattants neutralisés, il est pour l'instant invérifiable. Et les vidéos produites par le FLA et le JNIM sont aussi invérifiables. Et les médias occidentaux, soit par manque d'informations sur le terrain, soit par biais conscient ou inconscient, peuvent avoir tendance à surreprésenter les informations qui montreraient la faiblesse des FAMA ou du pouvoir malien. Il aurait tendance à minimiser les informations qui pourraient montrer ses capacités de défense et de résistance. La seule chose qui est vérifiable en ce moment, c'est que le combat continue et que rien n'est joué. Et ce qui ne change pas. Maintenant, le JNIM accuse le Mali d'utiliser des drones explosifs de type Shahed. Plus de 300 terreaux ont été effacés de la surface du globe terrestre en une seule journée. Il faut parler de ça, chers médias français. Pourquoi ces médias ne parlent plus d'Anéfis, qui devait, selon leur discours alarmiste et trompeur, être conquise par les groupes armés? Ils ne parlent plus de Kidal, ils ne parlent plus du blocus de Bamako, de la chute de Bamako. Ils ne parlent plus des pénuries de carburant. Ils ne parlent plus de l'encerclement de vie stratégique. Ils sont désormais concentrés sur la Russie et l'Iran. Le 25 avril, certains médias français annonçaient en grande pompe que c'était fini pour le Mali, affirmant que la Russie se retirait du pays et qu'elle négociait son départ avec les groupes terreaux. Pourtant, le 9 juillet, ces mêmes médias de propagande titrent « La Russie poursuivra son soutien militaire aux États du Sahel ». Que s'est-il passé? La Russie était finalement partie ou non? Mais sachez que le Mali va utiliser tous les moyens disponibles dans son arsenal pour mettre fin durablement à la menace terreau. Nous ne sommes plus dans une situation où il s'agit simplement de rappeler que le Mali a le droit de se défendre. Non. Nous sommes face à une réalité où certains acteurs utilisent les groupes terreaux mercenaires comme des instruments géopolitiques pour atteindre leurs objectifs au Sahel. Et dans ce contexte, selon les dernières informations à la famille, deux chefs des terreaux ont été neutralisés sur le fond, la famille. Au fait, la question est quoi? Nous devons chercher à comprendre pourquoi ces terreaux insistent et attaquent toujours malgré qu'ils font des pertes, malgré des échecs sur le territoire. Pourquoi ces terreaux attaquent toujours le Burkina, le Niger et le Mali? La famille, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour mieux comprendre les faits. Qui sont ceux qui les envoient? Pourquoi ils sont là? Donc restez, si vous voulez comprendre mieux les situations du Mali, Burkina, en ce moment, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Toute violation du territoire malien doit entraîner les djihadistes du JNIM liés à Al-Qaïda et les séparatistes Touaregs du Front de libération de l'Azawad ont lancé samedi des attaques coordonnées pour le contrôle d'un camp stratégique situé dans le nord du Mali. Selon l'armée, des paramilitaires russes d'Africa Corps et quelques soldats maliens se trouvent toujours à l'intérieur du camp et les combats étaient toujours en cours. Ces affrontements surviennent un peu plus de 2 mois après une autre offensive majeure qui a conduit à la chute de la ville stratégique de Kidal et à la mort du ministre de la Défense de ce pays d'Afrique de l'Ouest en proie à des troubles. Le FLA a revendiqué la prise de contrôle d'Anéfis, un site essentiel pour asseoir son emprise sur Kidal. Les renforts de l'armée malienne qui avaient quitté Gao dimanche pour se diriger vers le sud ont été contraints de faire demi-tour après avoir été pris pour cible par le FLA, de sources militaires. Oui, une bataille monumentale de l'histoire politique africaine vient d'avoir lieu dans la localité malienne d'Anéfis. Cette bataille, du point de vue de toutes les parties prenantes, a été remportée haut la main par les forces armées maliennes et leurs alliés de la Fédération de Russie. Lors de cette bataille, les forces armées maliennes et leurs alliés de la Fédération de Russie affrontaient les groupes terroristes créés par l'OTAN. Dans les années 80, la CIA américaine crée Al-Qaïda. Dans les années 2000, la même CIA américaine crée l'État islamique. Mais ces deux organisations terroristes au service de l'OTAN, de l'Union européenne et notamment maintenant de la France. Donc la bataille d'Anéfis, je reprends, oppose l'armée malienne, les forces armées maliennes, nos forces armées maliennes, nos bien-aimés FAMA, leurs alliés de la Fédération de Russie rassemblés dans le régiment de l'Africa Corps, et en face les groupes armés terroristes derrière lesquels il y a en fait l'OTAN, il y a en fait l'Union européenne, d'où les résolutions
extrêmement belliciste, belligène, que l'Union européenne s'est crue autorisée à rédiger contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger ces derniers temps. Derrière, les groupes terroristes dirigés par le FLA, le MNLA ou le JNIM, appelez-les comme vous voulez, c'est la même agence qui est soutenue par les monarchies du Moyen-Orient, dont notamment l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, grands parrains des groupes terroristes africains. Il faut que tout le monde sache que c'est cela la bataille. Il y a le Mali, l'Alliance des États du Sahel d'un côté, la Fédération de Russie, et en face, il y a l'OTAN, il y a l'Union européenne, il y a la France. Et leurs supplétifs de terrain sont bien sûr les MINUS, les Olibrius. Ça va vous coûter cher d'avoir fait sortir les soldats français du territoire malien. C'est pas moi qui dis ça, c'est un sénateur français. Je vous laisse écouter et on revient après. Parce que je pense que le Mali paiera très cher le fait de s'être séparé de manière aussi violente des forces françaises qui ont quand même depuis 8 ans assuré la souveraineté de ce pays. Vous avez bien entendu. Monsieur Christian Cambon, c'est un sénateur français. Il dit lors de cette interview que les soldats français étaient là pour garantir la souveraineté du Mali. Comment un sénateur peut-il parler comme ça d'un pays souverain? Comment il peut expliquer que les soldats français sont là pour garantir la souveraineté du Mali, alors que les soldats français sont là pour garantir les intérêts de la France, comme au Mali par exemple? Pourquoi les soldats français étaient au Mali selon vous? Le discours officiel parle de sécuriser et pacifier un État. Par contre, sur le terrain, est-ce que c'est la vérité? Je remercie ce sénateur pour sa franchise. Il a parlé honnêtement aux Maliens et aux Africains. Assimi Goïta, Monsieur Tiani ou Monsieur Traoré Ibrahim sont là sans le consentement des grandes puissances. Mis à part la Russie, il y a des gens qui n'ont pas encore compris que l'Afrique s'est réveillée. Le Mali assume sa souveraineté. Et aujourd'hui, c'est là, quand on compare les stats, le Mali est 1000 fois plus avancé et 1000 fois plus mieux que la présence de l'armée française dans notre pays. Il faut souvent laisser les pleurnicher comme vous pouvez là. Il faut plutôt dire que vous regrettez que la France a peur, que la France regrette le fait que le Mali les a chassés dehors. Il faut plutôt dire ça ainsi. Dire que la France regrette le fait que le Mali les a chassés dehors. Ainsi de suite, quand vous allez dire comme ça là, au moins. Les militaires du corps africain russe et les FAMA ont éliminé l'un des chefs du JNIM lors de la riposte à une attaque à Anéfis. La victime est cette fois Abdarrahman Zaza, l'un des chefs du groupe terroriste JNIM et proche du leader de l'organisation, Iyad Aggali. Les soldats ont repoussé l'attaque avec succès et sécurisé la zone. L'élimination de ce commandant clé a porté un coup dur aux terroristes. Ils en tant qu'un soldat, regardez les terreaux, ils sont en train de faire la réunion. Regardez comment ils sont armés. Oui, regardez. Là, le personne qui va en face de là, c'est le chef de l'opération terreau. Il entend de les encourager et puis encore de donner c'est quel endroit il doit aller attaquer. Là, ça passe dans le sol. Vous savez, les infos qu'on vous donne, c'est info réelle. Il n'y a pas mensonge dedans. Oui, les terreaux, si c'est dans le sol malien, il va être ciblé par les drones maliens. Mais du coup, ils sont obligés, lorsque Mali il attaque, il fuit. Il va aller se refuser en Algérie ou en Mauritanie. Du coup, c'est là-bas, il va se regrouper, il va se mobiliser pour organiser une nouvelle offensive. C'est ce qui va faire de vous. Ils sont en train de parler, c'est organisé. C'est ça qu'il s'agit, parce qu'ils sont complètement dispersés par l'armée malienne. Vous savez, c'est trop triste quand je vois certains pays qui sont trop complices de ce qui se passe. Et puis il y a beaucoup de présidents africains, tellement qu'ils sont trop hypocrites et là, c'est ingrat. Beaucoup de personnes parmi vous, je dis bien. Ce qui se passe en Ukraine, comme vous avez fait, vous partez la demandé, c'est rien. Vous dites vraiment, la guerre qui se passe entre ici et Ukraine, vraiment, et ça ne nous arrange pas. Oui, ça ne rend pas qui? Nous, on mange bien, on dort bien. C'est ça qu'il s'agit. Du coup, ce qui se passe en Afrique, les enfants d'Afrique sont en train de souffrir. Là, vous ne pouvez jamais dénoncer. Vous avez jamais pris votre avion, posé votre fête dans l'avion pour aller au Mali et pour parler autre chose, vraiment qui est important pour le peuple africain. Mais ce qui se passe ici, Ukraine, là, vous prenez votre avion, vous partez parler ce qui se passe là-bas. Vous vous souvenez de cette vidéo? Après les événements du 25 mai, dans le corps de Bilal Ak-Sherif a été éliminé aujourd'hui à Anéfis. Et aujourd'hui, on nous annonce Iyad Aggali est également blessé. Et suite aux affrontements à Anéfis, il a voulu replier avec ces éléments. Ils ont été attaqués par les FAMA et par Afrikos. Donc, actuellement, Iyad Aggali est blessé. Bilal Ak-Sherif, Afrikos dit où est ton corps? La question reste posée. Les hommes du général Gamou, les FAMA et Afrikos font un travail incroyable au niveau du Mali. Force et courage aux FAMA.
parti. Moi, je sais que c'était pas la vérité. Donc j'ai dit au Mali, je vais venir, je vais filmer et je vais montrer encore une fois la vérité. Donc la vérité, c'est quoi? C'est que l'armée malienne est forte, l'armée malienne est extrêmement équipée. J'ai encore rencontré les forces spéciales maliennes tout à l'heure, qui sont équipées, je vous dis clairement, qui sont équipées exactement de la même manière au niveau matériel que les forces spéciales de l'armée française. Donc, bien sûr, les casques, les gilets pare-balles... Tu penses que les Maliens ont les moyens de... Bien sûr, mais j'ai découvert ces moyens. Aujourd'hui, j'étais justement avec toi, on est tombé sur un convoi de plus de 5000 véhicules blindés qui arrivaient dans Bamako, alors qu'il y avait déjà des véhicules blindés, etc. Donc le Mali est en train de se renforcer au niveau militaire. Le Mali et attention, c'est pas des véhicules qui arrivent, qui ont 30 ans, des vieux véhicules et tout. Ce sont des véhicules neufs. Ce qu'on a filmé aujourd'hui, ce sont des véhicules blindés, neufs. On a même découvert, j'ai même découvert avec toi des véhicules blindés amphibies. Donc ça, c'est une première... Ce qui s'est passé à Anefis, à Gao, à Kona, ils vont raconter ça à leurs enfants. Regardez ce qui s'est passé. Regardez les mouvements. Le bombardement n'est pas bombardement. On les a soulevés en haut, en bas. Regardez, pulvérisés. Oui, on est les Niémérés. Ça, c'est au niveau du Mali. On n'est pas que pas d'autres. Regardez encore. Bombardement Bouliaï. On les bombarde, on les bombarde. Regardez, ils sont cachés. Poids. On les met en poids. Regardez seulement les bombardements. Regardez. On les bombarde, on les bombarde. Mais bizarrement, RFI, France 24, ne parle pas de ce qu'on les fait. Maintenant, on vous montre, c'est là demandé qu'est-ce qui s'est passé à Kona. Les militaires même ont demandé aux populations de venir les aider à enterrer les trottoirs. C'est pas qu'ils étaient beaucoup. On a des cafards. On a pompé Baïgo. Les petits musiques vont mourir. On les a pompés même en Baïgo. Regardez-moi ça, regardez. Foudroyé. Au Bentalahara. Bombardement, il va bombardement. Bouh. Regardez encore. Bouh. On met des dansements. Comme vous venez de le voir, la famille au Mali, la tension continue de monter toujours. Les femmes qui arrivent à maîtriser jusqu'à présent les terreaux qui ne cessent de menacer le territoire malien et ses environs. La famille, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir et voir ce qui se passe en ce moment au Mali. Le Mali fait face à une nouvelle vague d'attaques armées. Des assauts coordonnés ont visé ce samedi plusieurs localités, notamment Gao, Anefis, Aglok, Sévaré, ainsi que la prison de Kenyoroba. Selon les autorités, ces attaques ont été menées par le Front de libération de l'Azawad et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Dans un communiqué, l'armée malienne affirme avoir vigoureusement repoussé les assaillants et assure que la situation est désormais sous contrôle. Toutefois, des sources locales indiquent que des combats se sont poursuivis encore dans certaines zones au moment des derniers bilans. Ces nouvelles violences interviennent un peu plus de 2 mois après une précédente offensive qui avait profondément marqué le pays. Merci de nous avoir suivis, restez connectés sur Culture TV. Déjà, de plus en plus le temps passe, plus on comprend comment ils fonctionnent. Comme vous vous rappelez, ils ont commencé tout dernièrement par attaquer le Niger. Quand le Niger l'a neutralisé, ils ont fui. Ils ont descendu du côté du Burkina. Ils ont essayé au Burkina, les FDS et les VDP leur ont neutralisé à plus de 400 personnes neutralisées. Ça a chauffé là-bas au Burkina. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Fuir le côté de Mali. Et ce week-end, ils ont encore essayé d'attaquer le Mali. Malheureusement, le lion Assimi Goïta et ses forces et ses troupes, les Farmas, leur ont prouvé que le Mali ne pliera devant personne. Que le Mali ne tombera jamais. Pourquoi? Parce que premièrement... 4 villes, une même nuit, et un pays tout entier retenant son souffle. Ce samedi 4 juillet 2026 restera gravé dans la mémoire du Mali. À l'aube, alors que la majorité de la population dormait encore, des colonnes armées ont frappé simultanément 4 localités stratégiques du pays. Aguelok, Anefis, Gao et Sévaré se sont réveillés sous le bruit des armes lourdes. Une prison à Kenyoroba, dans le sud, a également été prise pour cible. Ce n'était pas une attaque isolée, c'était une offensive coordonnée planifiée dans le moindre détail, visant à disperser les forces armées maliennes sur plusieurs fronts à la fois. Mais ce que peu de gens savent, c'est ce qui s'est réellement joué dans les heures qui ont suivi. À Anefis, dans la région de Kidal, des combats d'une rare intensité ont éclaté à l'intérieur même de la ville, entre les assaillants et les forces gouvernementales appuyées par des unités russes présentes sur le terrain. Kidal, reconquise à peine 2 mois plus tôt après des années sous contrôle rebelle, redevenait le théâtre d'un affrontement décisif. À Gao, principale ville du Nord, des tirs nourris ont résonné aux abords de l'agglomération sans que les combats ne pénètrent réellement à l'intérieur. Même scénario à Sévaré, dans le centre du pays, où les échanges de tirs se sont concentrés en périphérie. Et puis il y a eu Kenyoroba, une prison attaquée sans résistance immédiate. Les assaillants ont pénétré à l'intérieur,
incendier des véhicules, dans une tentative visiblement destinée à libérer des détenus pour renforcer leur rang. Une stratégie qui n'a rien d'improvisé. En frappant simultanément le nord, le centre et le sud du pays, l'objectif affiché était clair, submerger les capacités de réaction de l'armée malienne et de ses alliés en multipliant les foyers de tension. Mais la riposte n'a pas tardé. Selon un communiqué de l'état-major général des armées maliennes, les tentatives d'attaque menées ce 4 juillet contre les positions des forces armées à Agolok, Gao et Sévaré ont toutes été repoussées. Un bilan provisoire communiqué par les autorités fait état de 20 assaillants neutralisés à Sévaré et de 6 autres à Gao, où un véhicule ennemi aurait également été détruit. Côté pertes maliennes, un militaire est tombé au combat à Gao. 4 autres blessés ont été pris en charge. Les opérations de ratissage, aériennes et terrestres, se poursuivaient encore dans la journée pour sécuriser durablement les zones concernées. Un premier bilan communiqué par des sources proches du dispositif de sécurité évoque également la neutralisation de 2 figures haut placées au sein de l'alliance djihadiste qui sévit dans la région. L'une d'elles aurait occupé une fonction d'adjoint au sein de l'état-major du groupe, un ancien officier à l'expérience militaire reconnue, impliqué depuis plusieurs années dans les mouvements armés du nord du pays et présenté comme ayant participé à des offensives marquantes, dont celle ayant visé la ville de Kidal au printemps 2026. Une seconde figure, présentée comme un proche collaborateur du premier, aurait été neutralisée le même jour. Pourquoi ces attaques maintenant ? Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est joué ce 4 juillet, il faut remonter le fil des dernières semaines. Le nord et le centre du Mali sont confrontés depuis des mois à une pression sécuritaire considérable. Un blocus imposé par les groupes armés dans certaines zones du sud complique l'acheminement du carburant et des biens de première nécessité. Les populations civiles, elles, subissent de plein fouet cette instabilité chronique. Déplacements forcés, difficultés à circuler entre localités, crainte permanente de nouvelles attaques. C'est dans ce contexte déjà tendu que l'offensive coordonnée du 4 juillet est venue rappeler, une fois de plus, la fragilité de la situation sécuritaire dans le pays. La réaction internationale, elle, n'a pas tardé. L'Union africaine a fermement condamné les violences perpétrées ce jour-là contre plusieurs localités du nord, du centre et du sud du Mali. Le président de la commission de l'organisation panafricaine a insisté sur la nécessité de renforcer les efforts collectifs en faveur de la paix et de la stabilité dans la région, tout en réaffirmant le soutien de l'institution aux autorités maliennes ainsi qu'aux initiatives régionales de lutte contre le terrorisme. Du côté des Nations Unies, un appel similaire a été lancé en faveur d'une coordination internationale renforcée face à la menace persistante de l'extrémisme violent dans le Sahel, accompagné d'un rappel sur l'urgence des besoins humanitaires dans la région. Mais pendant que le monde réagissait à ce qui se passait au Mali, un autre événement, à des milliers de kilomètres de là, retenait aussi l'attention. À Madagascar, le président de la République a pris la parole ce même samedi devant les militaires de la base de Capsat, à Antananarivo, pour évoquer un incident troublant survenu la veille, le survol de 2 drones non identifiés au-dessus de son propre cortège présidentiel. Un drone, puis un deuxième. 2 soirs de suite. Selon les informations communiquées par la présidence, la garde présidentielle a tenté, sans succès, d'intercepter les appareils, qui évoluaient à une altitude jugée hors de portée des systèmes de défense classiques. Un premier survol avait déjà été observé la veille, dans la soirée de jeudi, sans réaction immédiate des autorités. Mais face à la répétition de l'incident le vendredi, le dispositif de sécurité a cette fois choisi de riposter. Le chef de l'État a estimé que ces survols visaient avant tout à instaurer un climat d'insécurité et à projeter à l'international l'image d'un pays instable. Il a également annoncé la mise en service, dès le matin même, d'un appareil de brouillage destiné à neutraliser ce type de menace, remerciant au passage la Russie pour la fourniture de ses équipements de défense, tout en reconnaissant que les moyens actuels restaient encore insuffisants face à la sophistication des appareils repérés. Le président a par ailleurs lancé un appel direct à la population, invitant les citoyens ayant connaissance de l'origine de ces survols à se manifester. Une manière de rappeler qu'un tel incident, aussi technique soit-il dans son exécution, implique nécessairement une origine locale, des complicités, des informations circulant au sein même des quartiers de la capitale. Ce n'est pas la première fois qu'un tel épisode secoue la présidence malgache. En avril 2026 déjà, la présidence avait fait état du survol de 5 drones au-dessus de la résidence présidentielle. Un incident alors qualifié de tentative d'assassinat par les autorités. 2 épisodes distincts, à quelques mois d'intervalle, qui posent une question simple mais lourde de sens. Qui a intérêt à faire planer une telle menace sur la tête de l'État malgache ? Et pourquoi maintenant ?
Entre un Mali qui repousse une offensive coordonnée sur 4 fronts à la fois et une Madagascar où des drones non identifiés survolent le cortège présidentiel 2 nuits de suite, une question traverse tout ce début juillet 2026 en Afrique. Celle de la sécurité des États et de leurs dirigeants face à des menaces de plus en plus difficiles à anticiper. Mais ce que les autorités maliennes n'ont pas encore révélé publiquement pourrait bien changer la lecture de tout ce qui vient de se produire. Et c'est précisément ce que nous allons voir dans la suite de cette analyse. Car derrière les communiqués officiels se dessine une réalité plus complexe, qui éclaire d'un jour nouveau la nature de l'alliance qui frappe aujourd'hui le territoire malien. Une alliance entre 2 mouvements qui, sur le papier, n'ont ni les mêmes origines, ni les mêmes revendications déclarées. Comprendre cette alliance, c'est comprendre pourquoi le Sahel demeure l'une des régions les plus instables de la planète. Et c'est exactement ce que nous allons détailler dans la seconde partie de cette analyse, avec un éclairage complet sur les origines de cette convergence armée, sur les zones précises qu'elle vise à contrôler dans le nord-est du pays, et sur les conséquences concrètes que cette situation fait peser, jour après jour, sur les populations civiles prises entre 2 feux. 11 juillet, 15h49. Olavib, une alliance que presque personne n'avait vu venir. Et pourtant, elle explique à elle seule pourquoi le nord et le centre du Mali s'embrasent aujourd'hui de façon aussi coordonnée. Depuis le 25 avril, 2 mouvements armés qui n'auraient, en théorie, jamais dû converger, ont officiellement uni leurs forces. D'un côté, un mouvement à dominante séparatiste ancré dans les revendications indépendantistes du nord du pays. De l'autre, un groupe affilié à une organisation djihadiste internationale dont l'agenda dépasse largement les frontières maliennes. Ensemble, sans jamais chercher à renverser directement les autorités de Bamako, ils multiplient les offensives contre l'armée et les populations civiles à travers tout le territoire. Cette convergence a immédiatement suscité une vague de condamnations, au Mali comme sur la scène internationale. Mais elle a aussi révélé quelque chose de plus inattendu, un accompagnement médiatique inhabituel de la part de certains médias étrangers. Plusieurs chaînes de télévision ont, ces derniers mois, donné la parole à des représentants de ces mouvements jusqu'à leur offrir des tribunes pour exposer publiquement leur position et leurs contacts diplomatiques à l'international. Une démarche qui interroge sur la frontière entre traitement journalistique et légitimation involontaire de groupes armés, dans une région où chaque prise de parole médiatique pèse lourd sur l'équilibre déjà fragile du terrain. Sur le terrain, justement, la contre-offensive lancée par les forces armées maliennes, en coordination avec les unités russes présentes dans le pays, s'est poursuivie sans relâche dans les heures qui ont suivi les attaques du 4 juillet. L'objectif affiché par l'état-major, débloquer complètement les zones visées et empêcher toute nouvelle tentative de progression des groupes armés vers le nord-est du territoire en direction de la frontière algérienne. Une région stratégique où le contrôle de quelques localités clés permettrait, selon les analyses du dossier sécuritaire, d'établir une base arrière durable et de couper les axes de circulation vers le nord. Mais cette fois, la tentative semble s'être soldée par un échec pour les assaillants. À Kéniéroba, l'assaut contre la prison a été rapidement repoussé, provoquant la fuite des groupes armés qui cherchaient à libérer des détenus pour renforcer leurs effectifs. Sur l'ensemble des 4 fronts ouverts ce jour-là, les autorités maliennes assurent avoir repris l'initiative tout en poursuivant des opérations de ratissage aérien et terrestre destinées à sécuriser durablement chacune des zones concernées. Il faut dire que la pression exercée sur les populations civiles ne date pas d'hier. Depuis des mois, un blocus imposé par les groupes armés dans certaines régions du Sud complique l'accès aux carburants et aux produits de première nécessité. Se déplacer d'une localité à une autre est devenu, pour de nombreux habitants, un exercice à haut risque. Certains sont contraints de quitter purement et simplement leur lieu de vie. C'est dans ce contexte déjà éprouvant que les attaques coordonnées du 4 juillet sont venues rappeler une fois de plus à quel point la situation sécuritaire reste précaire dans une grande partie du territoire malien. Face à cette situation, la réaction de la communauté internationale a été à la hauteur de la gravité des événements. L'Union africaine a réaffirmé son soutien plein et entier aux autorités maliennes ainsi qu'aux initiatives régionales de lutte contre le terrorisme, insistant sur le respect du droit international humanitaire et sur la protection des populations civiles comme priorité absolue. Du côté des Nations Unies, l'appel a porté sur une coordination sécuritaire renforcée à l'échelle de toute la région sahélienne, couplée à une réponse humanitaire urgente pour les populations les plus affectées par des mois de violences répétées. Et pendant que le Mali gère les suites de cette journée particulièrement lourde, un autre foyer de tension continue, lui aussi, de retenir l'attention sur le continent. À Madagascar, l'épisode des drones survolant le cortège présidentiel n'a rien d'anodin lorsqu'on le replace dans son contexte. Ce n'est pas la première fois que la sécurité du chef de l'État est mise à l'épreuve de cette manière.
En avril 2026 déjà, 5 drones avaient survolé la résidence présidentielle, un épisode alors qualifié par la présidence de tentative d'assassinat. 2 mois plus tard, ce sont 2 nouveaux appareils qui ont suivi le cortège présidentiel 2 soirs de suite, sans que la garde présidentielle ne parvienne à les intercepter, faute de moyens adaptés à leur altitude de vol. La réponse des autorités malgaches n'a pas tardé. Un dispositif de brouillage a été mis en service dès le lendemain matin, avec l'appui d'équipements fournis par la Russie, tandis qu'un appel à cas a été lancé à la population pour identifier les responsables de ces survols répétés. Une manière pour la présidence de rappeler que ce type d'incident implique nécessairement des complicités locales, des informations circulant au sein même des quartiers de la capitale, et donc une responsabilité qui dépasse la seule sphère technique du pilotage de drones. 2 pays, 2 crises sécuritaires distinctes, mais un même dénominateur commun. La difficulté, pour des États africains, à sécuriser pleinement leur territoire et leurs dirigeants face à des menaces de plus en plus sophistiquées et de plus en plus difficiles à anticiper. Au Mali, la contre-offensive continue. À Madagascar, l'enquête sur l'origine des drones se poursuit. Dans les 2 cas, la même question demeure en suspens. Qui a intérêt à déstabiliser ces pays précisément maintenant et jusqu'où cette pression est-elle appelée à s'intensifier dans les semaines à venir? Ce que l'on sait avec certitude, c'est que ni le Mali ni Madagascar ne comptent baisser la garde. Les opérations de sécurisation se poursuivent sur le terrain malien, tandis qu'à Antananarivo, de nouveaux équipements de détection et de neutralisation de drones sont d'ores et déjà annoncés. 2 fronts différents, une même détermination affichée à ne pas céder face à des menaces qui, à ce jour, restent encore largement non élucidées. La suite, elle, s'écrira dans les prochains jours et nous continuerons évidemment de suivre ces 2 dossiers de très près. Un point mérite d'ailleurs qu'on s'y attarde, tant il éclaire la logique d'ensemble de cette journée du 4 juillet. Les analystes du dossier sécuritaire sahélien rappellent régulièrement que ce type d'offensive multifront répond rarement au hasard. Frapper simultanément 4 localités, dont une prison, exige une coordination logistique conséquente, des filières de renseignement et une capacité de mobilisation qui ne s'improvise pas du jour au lendemain. C'est précisément ce faisceau d'éléments qui pousse les autorités maliennes à évoquer une opération pensée en amont plutôt qu'une série d'incidents isolés. De son côté, la présidence malgache insiste sur un point similaire concernant l'épisode des drones. La répétition de l'incident sur 2 soirées consécutives, après un premier survol resté sans réponse la veille, suggère elle aussi une forme de test, une manière de sonder la réactivité du dispositif de sécurité présidentielle avant d'éventuellement réitérer l'opération. Un parallèle troublant entre 2 situations pourtant géographiquement et politiquement très différentes, mais qui illustre une réalité commune à de nombreux États du continent, celle d'une vigilance qui ne peut plus jamais retomber, au risque de laisser le champ libre à ceux qui cherchent précisément à exploiter la moindre faille. Reste une question que beaucoup d'observateurs posent aujourd'hui, tant au Mali qu'à Madagascar. Ces épisodes marquent-ils un simple pic ponctuel de tension, ou bien annoncent-ils une escalade plus large et plus durable dans les mois à venir ? Aucune des 2 capitales n'a pour l'instant apporté de réponse définitive. Mais dans les 2 cas, les autorités affichent la même détermination, celle de renforcer sans relâche leur capacité de détection, de riposte et de sécurisation du territoire, quel qu'en soit le prix. Une chose est certaine, ce 4 juillet 2026 restera une date charnière, autant pour la sécurité intérieure du Mali que pour celle, plus discrète mais tout aussi préoccupante, de la présidence malgache. Nous ne pouvons pas passer sans saluer l'effort qui fournit l'armée malienne, l'armée du Niger et l'armée du Burkina Faso, la famille. Ce sont des gens qui laissent leur famille, des gens qui laissent tout derrière eux pour aller se donner, se sacrifier, pour aller combattre pour la nation. Donc la famille, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir les enjeux, ce qui se passe réellement. Il se passe quoi? Pourquoi vraiment les terreaux persistent? Pourquoi? C'est quoi leurs besoins? C'est quoi leurs demandes? Au fait, eux, d'où vient ces terreaux? Qui les envoie? La famille. Donnez vos avis dans les commentaires et